Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour la séquence 9, donc description d'un mouvement. Le plan aujourd'hui, on va faire comme d'hab quelques rappels, ensuite on parlera du vecteur position OM, du vecteur vitesse et du vecteur accélération, donc on va voir ces trois types de vecteurs ensemble. On parlera ensuite du repère de freinée qui pourrait être utile dans certains mouvements, comme les mouvements circulaires. On parlera donc de deux types de mouvements en fait, rectiligne et circulaire uniforme. Donc déjà quelques petits rappels pour commencer au niveau surtout du vocabulaire en mécanique. Donc déjà, qu'est-ce que la mécanique, hein? C'est tout simplement l'étude du mouvement des objets dans l'espace et dans le temps. Et donc quand je parle du mouvement d'un objet, en fait on va appeler ça un système. Nous on va faire ce qu'on appelle de la mécanique du point. Donc on va étudier le mouvement d'un système qui va être réduit à un point matériel et qui va correspondre donc à son centre de gravité. On va étudier uniquement le mouvement du centre de gravité des objets et on parlera pas des mouvements de rotation, par exemple du solide sur lui-même. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la mécanique du point. Et vous le savez, on vous avait déjà parlé de relativité des mouvements, donc il faudra toujours préciser le référentiel d'étude quand on va étudier le mouvement d'un système. Et dans ce référentiel d'étude, on va à chaque fois définir un repère orthonormé, comme par exemple le repère cartésien. Donc je vous rappelle qu'un repère orthonormé, les trois axes sont orthogonaux entre eux, donc à chaque fois j'ai un angle droit entre chacun de mes axes, et ils sont à la même échelle, entre guillemets. Je vais avoir des vecteurs unitaires qui vont avoir la même longueur, la même norme. Donc ici, chaque coordonnée x, y, z, si je choisis un triplet de coordonnées précis, va correspondre à un seul point M. Alors, on va commencer par le vecteur position. Donc on réalise l'étude d'un mouvement, d'un système réduit en un point que l'on note M et qui correspond au centre de gravité de l'objet. Et donc on va choisir ce qu'on appelle un référentiel galiléen pour étudier son mouvement. C'est un référentiel, on en reparlera un petit peu plus tard hein, du référentiel galiléen, mais voilà, on peut déjà retenir que c'est un référentiel où le principe d'inertie est respecté. Alors, je prends un point M, j'ai placé mon repère cartésien, x, y, z, j'ai un point M qui suit une certaine trajectoire, donc M il va dépendre du temps, d'accord. Ici j'ai pas orienté ma trajectoire, hein, j'aurais dû, c'est vers la droite, d'accord. Donc mon point M il se déplace de la gauche vers la droite le long de ma trajectoire, et donc sa position va dépendre du temps. Donc on va écrire M entre parenthèses petit t. Et ce qu'on appelle le vecteur position, c'est tout simplement le vecteur qui relie l'origine de ce repère à ce point M, donc on va noter OM avec une flèche au-dessus, le vecteur OM. Donc ces coordonnées, c'est les coordonnées d'un vecteur en mathématiques, hein. Ici on est dans le repère cartésien, donc ça va être x, y, z si je le note sous la forme en colonne, mais attention, hein, faut pas oublier que quand on utilise ces notations en colonne, ça correspond à la projection du point M sur l'axe des x, sur l'axe des y, sur l'axe des z, et donc on va mettre derrière le petit vecteur unitaire qui va bien avec, donc x multiplié par le vecteur unitaire petit i, y petit j, et z petit k. Et donc la norme de ce vecteur position, c'est tout simplement la distance entre l'origine du repère et le point M. Et donc là, vous savez calculer la norme d'un vecteur en mathématiques, c'est la racine carrée de la somme des composantes au carré, donc x carré plus y carré plus z carré, le tout à la racine. Donc à partir de ce vecteur position, on va pouvoir définir le vecteur vitesse. Donc là, cette fois, je vais choisir deux points. Pour l'instant, je vais les noter M1, M2, on va assez vite changer de notation. Mais donc ici, on a deux vecteurs position, OM1, OM2. Si on se rappelle de ce que vous avez vu en seconde, le vecteur instantané entre le point 1 et le point 2, vous le notiez, V1 est égal à M1, M2 divisé par delta t. M1, M2, on appelait ça le vecteur déplacement, et en gros, si on voulait calculer la norme de la vitesse instantanée, sa valeur en mètres par seconde, on faisait la distance entre 1 et 2 divisé par la durée qu'on a mis pour aller de 1 à 2. Donc on va repartir de là, on va essayer de repartir de cette formule que vous avez déjà vue pour déterminer la vitesse en un point. Alors je vais changer de notation. J'ai enlevé M1, M2, j'ai mis MT, et M, T plus delta T, plus une petite valeur du temps. On a avancé un petit peu, d'accord. Donc je suis à un instant T plus delta T. Et donc mes vecteurs déplacement, c'est OM de T et OM de T plus delta T. Donc delta T, voilà, c'est une petite durée, hein. Alors, si on reprend ce qu'on a fait tout à l'heure, donc le vecteur instantané, ici, comment il va s'écrire? Il va s'écrire non plus M1, M2 divisé par delta t, mais il va s'écrire MT plus delta t divisé par delta t. Je l'ai représenté sur le schéma qui est à gauche, le vecteur déplacement, donc c'est pour aller du point M au point MT plus delta t.
Et ben, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même d'utiliser les vecteurs déplacement, donc je vais essayer de remplacer dans ma formule, avec OM et OM de t plus delta t, donc pour ça, je vais utiliser la relation de Chasles que vous connaissez. Donc la relation de Chasles qui me dit que, le grand vecteur en bas, hein, OMT plus delta t est égal à la somme des 2 autres, et donc si je modifie un petit peu cette relation, j'obtiens ça tout simplement et je vais pouvoir, remplacer dans ma formule qui est au-dessus. Donc au final, ma vitesse est égale au vecteur déplacement à l'instant t plus delta t, moins le vecteur déplacement à l'instant t, divisé toujours par delta t. Voilà, vous êtes d'accord que si j'utilise cette formule, en fait, je suis en train de calculer plus ou moins une vitesse moyenne entre le point mt et le point mt plus delta t. Je suis en train de calculer la vitesse entre ces deux points, vitesse moyenne. Moi, j'ai envie d'avoir une vitesse instantanée. Donc le principe, ça va être de réduire cette distance au maximum. Et donc pour ça, je vais faire tendre delta t vers 0 pour avoir une distance la plus petite possible. Donc pour avoir la vitesse en un point, il faut faire tendre delta t vers 0. Et donc si on réécrit ce qu'on a au-dessus, on va pouvoir écrire que la vitesse, c'est égal à la limite de l'expression qu'on avait au-dessus si delta t tend vers 0. Et ça, vous reconnaissez, je pense, directement la formule de la dérivée d'une fonction en mathématiques. Et donc, ma vitesse va correspondre à la dérivée du vecteur déplacement par rapport au temps. Donc ça, c'est une définition qu'il va falloir retenir absolument. Ma vitesse, donc on va retenir uniquement la formule qui est en jaune, hein, mais il faut savoir d'où ça vient. Mon vecteur vitesse, ça va être la dérivée de mon vecteur position par rapport au temps. Attention, cette notation, vous l'avez, je pense, jamais vue pour l'instant. En mathématiques, vous allez l'écrire f' de t, et ben nous, en physique, on va toujours l'écrire d divisé par dt, et on va mettre ce qu'on va dériver à côté du d qu'il y a au-dessus. Donc d divisé par dt, c'est l'opérateur dérivé. Mais c'est la même chose, hein. C'est la même chose que d'écrire f' de t. Jusque-là, on sait vraiment par rapport à quoi on dérive. Alors ce qu'il faut retenir aussi, mais ça vous l'avez déjà vu l'an dernier, c'est que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire, si je veux le représenter directement sur mon schéma. Donc ici j'ai tracé les deux vecteurs vitesse, hein, au point m de t, au point m de t plus delta t. Donc on voit bien qu'ils sont tangents à la trajectoire. Et il est bien sûr orienté dans le sens du mouvement. Et la longueur du vecteur vitesse sur un schéma, et ben, ça va dépendre de sa norme, de sa valeur en mètres par seconde, et il faudra utiliser soit l'échelle qu'on vous donne, soit ce sera à vous de trouver l'échelle. Mais tout ça, vous l'avez déjà fait l'an dernier. Donc si on regarde rapidement les coordonnées du vecteur vitesse en cartésien, donc je vais avoir les coordonnées d'un vecteur v, c'est les composantes vx, vy, vz, donc selon les vecteurs unitaires i, j et k, d'accord? Et donc ça va être la dérivée en fait de x, de y et de z. Et la norme du vecteur vitesse, comme la norme du vecteur déplacement, hein, c'est la somme des carrés des composantes, le tout à la racine. On va faire un exemple pour illustrer un petit peu. Donc je prends un système en mouvement dans un repère cartésien, il est repéré par un point matériel noté M, les coordonnées du vecteur sont, et on vous donne les coordonnées du vecteur position. Donc en fait on a l'équation x en fonction du temps, y en fonction du temps, donc ça c'est ce qu'on va appeler des équations paramétriques, d'accord, la position en fonction du temps. Et z, on voit que z de t est égal à 0, donc déjà on a un mouvement qui se situe dans le plan xy. On a un mouvement en deux dimensions. Déterminer la norme des vecteurs vitesse à t égale 0 et t égale 3 secondes. Bon, n'hésitez pas à essayer de le faire par vous-même, là, prenez 5 minutes pour essayer de le faire. On va déjà commencer par calculer les composantes du vecteur vitesse vx de t et vy de t. Donc je vais dériver x par rapport au temps. J'ai 24t carré plus 12t plus 3. Donc si je fais la dérivée de chaque terme par rapport au temps, la dérivée de t au carré c'est 2t. Donc ça va me donner 48t. La dérivée de 12t, la dérivée de t c'est 1, donc 12 fois t ça va me faire 12. Et la dérivée de 3, qui est une constante, ça fait 0. Même méthode pour la deuxième, je vais dériver y en fonction du temps, donc la dérivée de 3t, ça me donne 3, et la dérivée de 2, ça me donne 0. Dérivée d'une constante, c'est toujours égal à 0. Donc là, j'ai mes deux composantes Vx et Vy pour la vitesse. Je m'occupe pas de la dernière, évidemment, c'est z égale 0, donc la dérivée de 0, c'est 0.
Si j'écris mon vecteur vitesse, et ben, je vais avoir composante pour Vx 48 et plus 12 et pour Vy, ça va être égal à 3. À partir de là, on nous demande de calculer, la norme à t égale 0 et à t égale 3. Donc je vais le faire dans chaque cas, je vais remplacer le t dans un premier cas par 0, dans un deuxième cas par 3. Si je commence à remplacer le t par 0, et ben mes composantes du vecteur vitesse à t égale 0, ça va être 12 et 3. Je fais la même chose à 3 secondes et j'obtiens 156 pour Vx et 3 pour Vy. On voit que Vy, évidemment, ça change pas vu que ça ne dépendait plus du temps. On avait Vy égale 3, donc ça ne dépend pas du temps. Si je calcule la norme dans chaque cas, donc je vais avoir Vx à t égale 0 au carré, plus Vy au carré. Si on fait l'application numérique, on va trouver 12,4 mètres par seconde. Je fais la même chose à 3 secondes et je vais trouver une valeur de la vitesse de 156 mètres par seconde. Donc ces valeurs correspondent donc à la valeur de la vitesse à deux dates différentes, 0 et 3 secondes. Donc ici on voit clairement qu'entre 0 et 3 secondes, la vitesse augmente. Bon, on va parler un petit peu du vecteur accélération. Donc vous, en première, vous avez travaillé sur ce qu'on appelait le vecteur variation de vitesse, donc vecteur delta V. Et ce vecteur, il était défini comment? Tout simplement par la différence entre deux vecteurs vitesse associés à deux points successifs de la trajectoire. Par exemple, si je voulais calculer la variation du vecteur vitesse entre le point 2 et le point 3, je faisais V3 moins V2. Et généralement, on le faisait graphiquement, rappelez-vous, avec une différence de vecteur vitesse. Ça, il faudra qu'on sache le faire aussi cette année pour tracer des vecteurs accélération. Bref, si je définis l'accélération, donc le vecteur accélération est défini par la variation du vecteur vitesse par intervalle de temps. Par analogie à ce qu'on a fait tout à l'heure, le vecteur vitesse c'était la variation du vecteur position, là le vecteur accélération c'est la variation du vecteur vitesse. Comme tout à l'heure, on va faire tendre cet intervalle de temps delta t vers 0, et donc on obtient que l'accélération est égale à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et donc définition à retenir, vecteur accélération, dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Cette fois-ci, la norme du vecteur accélération, a de t, elle va s'exprimer en mètres par seconde carré, c'est une accélération. Et ses coordonnées dans un repère cartésien, ça va être ax, ay, az, donc la dérivée de la vitesse, la dérivée de la composante x de la vitesse par rapport au temps, pareil pour y, pareil pour z. Et on peut aussi aller un petit peu plus loin, on a vu que Vx c'était la dérivée de x par rapport au temps, donc en fait je peux écrire que ax c'est égal à la dérivée seconde, on dérive deux fois, d'accord? C'est comme ça qu'on note une dérivée seconde, c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps, dérivée seconde de y et de z par rapport au temps. Alors on va là aussi faire un exemple, en fait on va reprendre tout simplement l'exemple de tout à l'heure, et on a le même vecteur position à la base, et cette fois on nous demande la norme des vecteurs accélération. Ça tombe bien, on a déjà fait la première partie du travail, on a déjà exprimé le vecteur vitesse, donc on va repartir de là. Et si je veux calculer mes composantes du vecteur accélération ax de t, ay de t, je vais faire exactement comme tout à l'heure, sauf que je vais dériver mes composantes des vitesses. Donc ax de t est égal à dvx de t sur dt, et donc c'est égal à la dérivée par rapport au temps de 48t plus 12. Le 12, il va partir, la dérivée d'une constante c'est égal à 0, et 48t, si je le dérive, t sera égal à la dérivée du temps par rapport au temps, c'est 1, et donc ça me donne 48. Je fais la même chose pour le deuxième terme, on avait v de y qui était égal à 3, rappelez-vous, et donc si je dérive 3 par rapport au temps, c'est une constante, ça me donne 0. Et donc, les composantes de mon vecteur accélération, on va avoir a de x qui est égal à 48, 0 et 0. Donc on voit clairement que ici, j'ai enlevé le petit t d'ailleurs à côté du a, tout simplement parce que le vecteur accélération ne dépend pas du temps. On a une accélération qui est constante ici dans notre exemple. Et la norme de cette accélération, si on la calcule, elle est égale à 48 mètres par seconde au carré. Donc ça signifie quoi ici, ce 48 mètres par seconde au carré? Il faut bien comprendre que ça signifie que la vitesse, elle augmente de 48 mètres par seconde chaque seconde. Est-ce que c'est logique par rapport à ce qu'on a obtenu tout à l'heure? Donc ça, c'était les valeurs qu'on avait obtenues tout à l'heure. Regardez, 48 mètres par seconde chaque seconde, donc 48, si je fais tout simplement 48
multiplié par 3, j'obtiens 144 mètres par seconde. Donc est-ce qu'on a bien augmenté notre vitesse de 144 mètres par seconde? On était à 156 et on a trouvé 12,4. Donc 156 moins 12,4, j'obtiens 143,6 à cause des arrondis, hein, des chiffres significatifs. Mais effectivement, on a bien augmenté notre vitesse de 48 mètres par seconde par seconde. On va parler rapidement du repère de Freinet, qui est un repère qui est pratique, donc pour étudier des mouvements qui sont circulaires. On va voir après pourquoi justement, pourquoi c'est pratique, surtout dans le cas des mouvements qui sont circulaires uniformes. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un repère qui est mobile. L'origine du repère est associée au point M, c'est-à-dire que le point M va bouger le long de ce cercle en fonction de la date à laquelle on se trouve, hein. C'est M en fonction de t, on n'a pas écrit le t ici, mais ce point M, il est en train de tourner. Et ben le repère, il est attaché entre guillemets à ce point M, et donc l'origine du repère est en M, et on va avoir un repère qui est tournant également. Et ben, j'ai deux vecteurs unitaires ici. J'ai le vecteur t qui correspond à ma composante tangentielle, mon vecteur t est constamment tangent au cercle, et j'ai mon vecteur L qu'on appelle la composante normale. Il est perpendiculaire, perpendiculaire à la tangente au cercle à chaque instant. Donc pour la vitesse, on a dit tout à l'heure que le vecteur vitesse était toujours tangent à la trajectoire. Donc en fait, son expression dans le repère de Freinet, bah, il va être uniquement selon une seule composante. Il va avoir une seule composante selon mon vecteur unitaire grand T. Donc mon vecteur vitesse V est égal à la vitesse multipliée par mon vecteur unitaire grand T. L'accélération, c'est un petit peu plus compliqué quand même, on va avoir deux termes. Donc mon accélération, ça va être, selon ma composante tangentielle, ça va être d de v sur dt, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et la composante normale, ça va être v carré divisé par r, avec r le rayon du cercle. Mais on verra que nous, on aura très peu à se servir de toute cette formule, généralement on va se limiter au cas des mouvements circulaires uniformes, comme on va voir après, et donc ça va fortement se simplifier. Alors pour finir, on va étudier justement deux types de mouvements, les mouvements rectilignes, on va voir ça très rapidement, et on reviendra dessus en cours, hein. Un mouvement rectiligne, une seule composante du vecteur position dépend du temps, et en choisissant un repère approprié, on se ramène au cas où on a deux composantes qui sont nulles, et mon objet qui se déplace uniquement par exemple le long des axes des abscisses ici. Donc je vais avoir OM est égal à, le vecteur OM est égal à x, multiplié par la composante petit i. Alors, si je dérive ce vecteur position et que j'essaye d'obtenir la vitesse, et que j'obtiens une constante pour Vx, ça veut dire que le mouvement est uniforme. Je vais avoir une vitesse qui va être constante, Vx qui va être constante, et donc mon vecteur V qui va être constant. Donc ici, j'aurai un mouvement qui va être rectiligne uniforme. Ça implique quoi? Si la vitesse est une constante, si je la dérive pour obtenir l'accélération, je vais obtenir le vecteur accélération qui va être égal à vecteur nul, et donc je vais bien avoir un mouvement qui est rectiligne uniforme avec une accélération donc égale à 0. Par contre, je peux avoir des mouvements rectilignes qui ne sont pas uniformes. Par contre, si la vitesse varie, mais que le vecteur accélération, lui, est constant, si je dérive la vitesse et que j'obtiens un vecteur accélération qui est constant, le mouvement il est rectiligne accéléré, mais il est plus précisément uniformément accéléré, parce que l'accélération est une constante. Bon, pour finir, on va parler des mouvements circulaires uniformes. Donc lors d'un mouvement circulaire uniforme, la vitesse est une constante, hein, on vous dit uniforme, et on sait aussi que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire, et donc on a un mouvement circulaire, on va utiliser le repère de Freinet. Donc on peut écrire déjà que ma vitesse, c'est égal à la norme de ma vitesse multipliée par le vecteur unitaire grand T. Donc avec V une constante. L'accélération, regardez, c'était la forme générale qu'on avait tout à l'heure, sauf qu'on voit directement que d de v divisé par d de t, ça va être égal à 0. La dérivée de la vitesse par rapport au temps, si la vitesse est une constante, c'est égal à 0. Donc en fait, mon expression, elle se ramène à vecteur accélération est égal à v au carré divisé par le rayon, selon la composante normale, d'accord, selon le vecteur normal qui est dirigé vers le centre de la trajectoire. Et donc, en fait, c'est très important, ça, on a l'accélération dans un mouvement circulaire uniforme qui va être ce qu'on appelle centripète, elle va être dirigée vers le centre du cercle, et sa norme, sa valeur de l'accélération, ça va être v carré divisé par r. Donc si on fait un petit schéma pour résumer ce qu'on vient de voir dans le cas des mouvements circulaires uniformes, je vais avoir un vecteur v qui va être tangent à la trajectoire orienté selon t, selon grand T,
et je vais avoir un vecteur A qui va, rentrer à l'intérieur de ma trajectoire et qui va être orienté vers le centre et qui va être selon mon vecteur grand N et la norme de l'accélération v² sur r. Donc ça, c'est une formule qu'il faut retenir absolument, hein. Dans un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est égale à v² sur r, il faut absolument le connaître. Notre prochain chapitre, il va traiter de la deuxième loi de Newton, donc il faudra être, à l'aise avec tout ce qui est vecteur position, vecteur vitesse, vecteur accélération, et cetera. Sur ce, à bientôt.